And your name? Bayrou, B-A-Y-R-O-U. Baïtan? Bayrou. Baou? Je ne prends pas le métro seulement pour cette occasion. Je prends le métro régulièrement dans ma vie. On galère, on est comme les Français, on galère, on rencontre des difficultés financières, des difficultés de parrainage. Et Corinne Lepage qui dit que vous désertez la promesse écologique, vous lui dites quoi, Corinne Lepage? Je l'emmerde. Alors, quelle est votre réaction? C'est très élégant. Je ne commande pas les grossièretés. Vous ne servez à rien depuis 40 ans qu'à distiller de la haine. Voilà tout ce que vous faites. Voilà la seule utilité. Regardez-moi quand je vous parle, madame. Vous pouvez tout de même accepter ça. Vous n'êtes pas un vrai candidat, monsieur. Franchement, si c'était à refaire, je ne reviendrai pas dans ce restaurant, puisque ça a été vraiment le feuilleton. C'est du patriotisme que d'accepter de payer un impôt supplémentaire pour que le pays se redresse. Et que ce soit les plus hauts revenus qui le fassent me paraît un bon exemple. Come on, baby, don't you wanna go? Same old place, sweet home Chicago. Voilà pour ce florilège de la semaine, le sans commentaire avec effectivement le président américain en très grande forme. Autre candidate, devrais-je dire, alors vous l'indiquez, on change complètement de spectre politique puisqu'on passe cette fois-ci à l'extrême gauche avec la candidate communiste révolutionnaire Nathalie Arthaud. Merci d'être sur le plateau de France 2012. Je récapitule, peut-être pour les téléspectateurs du monde entier qui ne vous connaissent pas, qui ne connaissent pas votre programme que l'on va voir. Vous êtes crédité actuellement d'un peu moins de 1% des voix. Vous êtes révolutionnaire, qu'est-ce que vous venez faire dans ce suffrage démocratique bourgeois pour vous, j'imagine? Démocratique, justement, c'est... je crois que c'est une démocratie qui a quand même bien des limites, et en particulier celle de ne pas pouvoir peser sur ceux qui dirigent vraiment la société et l'économie. Je parle de ce grand patronat, de cette bourgeoisie, de ces marchés financiers. Donc oui, effectivement, je tiens moi à m'exprimer dans cette élection parce que je pense que justement c'est ce que l'on peut faire. On peut dire ça révolte, on peut dire tout ce qu'on dénonce justement de cette société, et puis on peut affirmer, et moi c'est ce que je compte faire, c'est que oui, si on ne peut pas changer notre vie, le sort des travailleurs par les élections et par des changements gouvernementaux, on peut le faire par les luttes collectives, par des mobilisations. Et c'est donc à cela que moi j'en appelle effectivement les travailleurs. C'est difficile de faire cette première campagne, de faire campagne quotidiennement quand on sait qu'on ne sera pas élu. Vous savez, en réalité, il y en a deux qui peuvent espérer être élus, deux seulement. On dit peut-être 3, peut-être 4. Oui, Bon, je crois que la réalité, c'est davantage ça. Et alors, est-ce que les autres, est-ce qu'il faut finalement se conformer à ce qui se passe aux États-Unis, où il y a un duel effectivement entre deux candidats, et où tous les autres candidats, mais aussi donc les centaines de milliers de femmes et d'hommes qui pensent comme eux soient interdits de parole? Eh bien écoutez, moi je ne le crois pas. Je crois que effectivement, mais vous savez, moi on m'a déjà dit, vous êtes une candidature de témoignage. Eh bien écoutez, peut-être, mais au moins, si vous voulez, moi la différence des autres, c'est que je témoigne d'idées qui sont complètement différentes. Je témoigne effectivement de perspectives communistes révolutionnaires. Je témoigne d'idées où les travailleurs, eh bien oui, doivent pas se résigner, doivent se battre, à l'inverse de tous les autres candidats, qui nous expliquent que finalement il faut se résoudre à cette économie capitaliste, à cette loi du profit et finalement à cette dictature des marchés. Alors, je le disais, peut-être dans le monde entier ne connaît-on pas votre personnalité ni votre programme. La rédaction de TV5 Monde est ouverte au carrefour d'autres rédactions et nous avons demandé à notre excellent confrère Pierre Marlet de proposer ce portrait. Vous regardez. Elle n'a pas un nom si facile à porter, car qui dit Artaud dit Florence.
Et Nathalie Arthaud risque aussi de naviguer en solitaire si elle ne parvient pas à se faire un prénom. À moins que ce soit son destin de vivre dans l'ombre d'une femme, d'une autre femme. Illustration. Ce matin, on a reçu Nathalie Arthaud, donc tout le monde connaît Arlette Laguiller. C'est celle qui remplace comme candidate. Avec 6 campagnes présidentielles, Arlette, c'est sûr, tout le monde la connaît. L'égérie de la lutte pour les travailleurs a cédé le flambeau à une femme qui partage le même vocabulaire contre le grand capital. Entre les banques et ces grands trusts, c'est bien difficile de dire qui sont les plus grands voleurs. Des margoulins, des patrons rapaces qui n'en ont jamais assez. Mais tout en traitant les patrons de tous les noms, elle leur en manque beaucoup. Moi je pense que là, confronté à une situation de cette sorte, il faudrait interdire les licenciements. Que les patrons se débrouillent, qu'ils se débrouillent comme ils veulent, mais qu'ils assurent les emplois et les salaires. Voilà ce qu'il faudrait imposer. Nathalie Arthaud fait un peu penser au héros du désert des Tartares. Dans le roman de Buzzati, le commandant attend toute sa vie un ennemi qui jamais ne viendra. La militante trotskiste de lutte ouvrière espère, elle, une révolution qu'elle est quasi seule à voir venir. Voilà, je vous le disais, un portrait signé Pierre Marlet de la radio-télévision belge d'expression francophone qui est sur le plateau. Merci des notes. Peut-être un mot de réaction. Je vous ai vu sourire. Oui, écoutez, ça représente bien finalement ce que je suis. La référence à Arlette Laguiller, je m'en réclame parce que c'est effectivement la continuité. Vous ferez autant de campagnes qu'elle ? J'espère que la société changera avant et que nous y contribuerons justement. Alors vous insistez sur le fait que nous sommes seuls, minoritaires, un peu l'armée des Tartares. Enfin bon, vous savez, moi je crois que les sociétés justement elles évoluent, elles changent du fait de l'existence de ces opposants qui peut-être effectivement sont minoritaires à un certain moment mais qui ne lâchent pas, qui ne perdent pas justement cette espérance de transformer la société. Alors ils sont peut-être minoritaires. Vous savez, les opposants à Ben Ali en Égypte l'été, très isolés dans leur prison. Pas suivis, n'empêche qu'ils ont préservé des idées qui à un moment donné effectivement ont été reprises par des millions d'autres. Moi c'est effectivement qu'on soit minoritaire, ça ne changera pas mes convictions. Alors Pierre, je le disais, vous donc travaillez à Paris pour la radio-télévision belge. Est-ce que l'offre politique donc des communistes révolutionnaires existe chez vous en Belgique ? Je vais vous faire une confidence en forme de scoop finalement, Philippe. Quand François Hollande disait qu'il n'y avait plus de communistes dans ce pays, il s'est trompé de pays. Et c'était plutôt la Belgique, parce qu'effectivement, chez nous, on ne peut pas dire qu'il n'y a plus de communistes, mais il y en a très peu. Il y a Belle-Lurette qui n'a plus de députés, il y a quelques conseillers communaux, municipaux, comme vous dites, une trentaine sur l'ensemble de la Belgique, ça ne fait pas lourd, essentiellement du Parti communiste, et puis du PTB, le Parti du travail de Belgique, PVDA en néerlandais. Pas de chance pour Nathalie Arthaud parce qu'ils sont marxistes-léninistes de la plus pure tradition. Alors, quelle question poseriez-vous depuis ce regard belge à Nathalie Arthaud ? Mais depuis que je suis l'élection présidentielle, enfin dans mes souvenirs même d'enfance, j'ai toujours vu des candidats communistes, plusieurs candidats communistes à l'élection présidentielle, et je me suis toujours demandé, mais enfin, il y a une devise dans le communisme, c'est « travailleurs de tous les pays, unissez-vous ». Alors pourquoi diable, alors que vous représentez quand même peu en termes de pourcentage, leur corps c'est Arlette Laguiller qui a réussi à faire 5% une année, pourquoi diable est-ce que vous continuez à vous présenter en ordre dispersé à l'élection présidentielle plutôt que de respecter cette devise communiste et de dire, candidats communistes, unissons-nous, qu'est-ce qui se passe là ? Pourquoi à 1% on se divise encore quoi ? Alors là, la réponse elle est assez simple pour cette campagne, pour cette élection, puisque vous aurez remarqué que je suis la seule candidate à me revendiquer des idées communistes dans cette élection, la seule, tout simplement. Mélenchon, il y a Philippe Poutou, mais écoutez, auriez-vous fait cet affront à François Mitterrand que de lui dire qu'il était communiste tout simplement parce qu'il était soutenu par le Parti communiste ? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Et Jean-Luc Mélenchon n'est pas communiste. Il ne s'en est jamais revendiqué. Il a même, quand il est parti du Parti socialiste en considérant que finalement c'était pas la bonne voie et qu'il s'était trompé sur toute la ligne, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il est allé au Parti communiste ? Non. Il a créé son parti, le Parti de gauche. Pourquoi ? Parce que lui, il est socialiste. Vous savez, il n'arrête pas de répéter que son modèle dans le genre, c'est François Mitterrand. Il est Mitterrandolâtre, Jean-Luc Mélenchon. Il n'est pas communiste. Et c'est pas parce que, effectivement, le Parti communiste a choisi, finalement, de s'aligner derrière sa candidature que ça le transforme. Voilà. Et Philippe Poutou du NPA, vous savez, le NPA, que l'on recevra prochainement sur ce plateau, ne se revendique plus depuis justement sa mue en NPA. Donc voilà, je suis la seule et je peux vous dire que je suis fière
Je suis fière dans cette campagne justement de lever ce drapeau parce que je crois que face à la faillite qu'on est en train de vivre de cette économie capitaliste, dont on voit que même dans les pays les plus riches, elle engendre une catastrophe sociale pour des millions de travailleurs, je peux vous dire que oui, je suis heureuse de pouvoir dire qu'il y a une autre organisation possible de cette économie. Nathalie Arthaud, merci beaucoup Pierre, merci pour ce portrait et pour ces questions. Justement, vous parliez de pays riches, occidentalisés, qui vivent une situation très, très difficile. Je vous propose de partir à Madrid. Nous allons retrouver Ingrid Bazinet de l'agence France Presse. Ingrid, merci d'être en duplex avec nous depuis votre bureau de l'AFP, AFP partenaire de cette émission. Je voudrais vous demander, vous aussi, est-ce que l'offre que l'on voit ce matin sur ce plateau, ou cet après-midi en fonction du lieu d'où vous suivez cette émission, est-ce que le mouvement communiste révolutionnaire existe aujourd'hui en Espagne ? En Espagne, il y a un vrai mouvement contestataire anticapitaliste qui a d'ailleurs inspiré le mouvement des indignés. Donc, il a repris du poil de la bête avec les déçus de Zapatero et du socialisme, puisque la Izquierda Unida a fait 11 sièges aux dernières élections. Donc il y a une vraie gauche contestataire en Espagne, mais qui est contre aussi les partis politiques à cause de la corruption. Oui. Alors justement, depuis l'Espagne, qui a connu et qui connaît le mouvement des indignés, quelles questions aimeriez-vous poser à Nathalie Arthaud ? La question qu'on se pose ici, c'est est-ce que Nathalie Arthaud verrait en France une situation similaire à celle qu'on connaît en Espagne, avec quasiment un actif sur 4 au chômage et qui pourrait... Pardon ? Un jeune sur 2 au chômage. Et quasiment un jeune sur 2 au chômage aussi, et qui va dégénérer en manifestation et qui pourrait dégénérer aussi en France. Et pourquoi, selon elle, le mouvement des indignés n'a pas si bien pris en France ? N'a pas pris même, on peut dire. Alors pourquoi ça n'a pas marché dans un pays confronté à la crise ? D'abord, moi je crois qu'effectivement l'avenir, notre avenir est peut-être effectivement celui de l'Espagne et même peut-être celui de la Grèce, c'est-à-dire avec une baisse des salaires, une explosion du chômage, avec des droits sociaux qui reculent sur tout, sur les retraites, sur le droit à la santé, etc. Si la crise s'aggrave, je crois qu'effectivement, c'est à cela que nous condamnera ce grand patronat. Parce qu'on voit que depuis le début que cette crise a éclaté, leur seule politique, c'est de la faire subir aux travailleurs. On a vu déjà les licenciements, la vague de licenciements, cette hémorragie de fermeture d'usines, ça a été une politique systématique. Et si cette crise continue, il faut être assuré que cette politique-là, cette lutte de classe, elle sera renforcée et d'autant plus violente. Donc oui, moi je crois que ce qui se passe en Espagne et en Grèce, ça peut être tout à fait ce qui nous attend demain. Et moi j'espère qu'il y aura des réactions, qu'il y aura justement une vague de protestation, que les jeunes... Présent, oui, mais vous savez, n'empêche qu'on commence à l'avoir sacrément en Grèce, en Espagne aussi. Moi ce que j'espère, même à Wall Street. Et à Wall Street, alors oui, moi je pense que tôt ou tard, il y aura la révolte de millions de femmes et d'hommes et j'espère que cette révolte, elle sera renforcée par la mobilisation des travailleurs, de ceux qui ont un levier pour agir et pour imposer au patronat une politique qu'ils ne veulent pas mettre en place, c'est-à-dire prendre sur ses profits pour assurer le droit à l'existence aux travailleurs. Je vais remercier Ingrid qui était donc en duplex avec nous. Merci pour cet éclairage depuis Madrid. Merci pour cette question, cette mise en perspective. Vous le savez, donc cette émission veut faire des passerelles, des regards croisés sur l'actualité électorale, la situation économique. On s'était dit, en recevant Nathalie Arthaud, on peut montrer les salaires mirobolants d'un certain nombre de patrons, on peut faire des choses de genre. On a plutôt choisi ce reportage. Vous allez voir, dans une usine industrielle du nord de la France, en Picardie exactement, où au contraire, des employés, des travailleurs, comme vous dites, ont accepté des baisses de salaire et on regarde ce que ça donne un an après. Travailler moins, gagner moins pour sauver son emploi. Ils sont les seuls en France à l'avoir expérimenté avec succès. En 2009, cette entreprise de moteurs hydrauliques va mal. Elle propose aux salariés de réduire de 20% leur temps de travail et leur salaire. 300 € de moins sur la fiche de paye ou le licenciement. À l'époque, Sylvain était inquiet, mais résigné. On verra bien par l'avenir ce qui se passera, mais pour l'instant, on n'a pas trop le choix. 3 ans plus tard, lorsqu'on lui demande son bilan... J'ai fait le bon choix parce que j'ai cherché du boulot ailleurs. Tout le monde était dans la même panade que nous, donc il a vraiment fallu continuer dans ce sens-là. Notre entreprise nous a soutenus, on a soutenu notre entreprise et tout va bien maintenant.
Car la crise n'a duré que 9 mois. Et dès le retour des commandes, l'entreprise a pu très rapidement reprendre la cadence. On a des équipes qui sont constituées depuis très longtemps, qui sont difficiles à construire, difficiles à former, difficiles à motiver. Et donc ce que nous voulions, c'est au maximum conserver les forces vives de l'entreprise. Le gouvernement a fait de Poquelin sa vitrine car il souhaite simplifier et généraliser ce type d'accord. Alors vous dites quoi? Ils se sont fait avoir, il ne fallait pas faire ça. On voit quand même qu'ils sont plutôt contents un an après d'avoir accepté une baisse de salaire. Oui, enfin, je pense que quand ils l'ont subi, non, c'était pas de gaieté de cœur. Hein, c'est sûr. Vous savez, 300 € sur un salaire de combien? J'aurais bien aimé le savoir d'ailleurs. Combien? De 1500, 1600 €. Ça veut dire, des problèmes en cascade. Ça veut dire des découvertes. Ça veut dire les banques qui nous attendent au tournant. Eux-mêmes disent, on a bien fait, on a sauvé notre emploi. Ah, mais ils font de mauvaise fortune bon cœur. Évidemment, ils ont été contraints et obligés. Et moi, ce qui me révolte, c'est que face à une situation pareille où il y a une petite baisse de commande, un petit trou d'air dans l'entreprise, il faut que ce soit le patronat, il faut que ce soit ses profits, il faut que ce soit ses dividendes qui jouent le rôle d'amortisseur, mais vous savez, là on a eu un témoignage de salariés, mais j'aimerais bien avoir les témoignages de tous les autres, savoir dans quelle galère ça les a mis pendant un an, parce que je suis convaincue qu'un certain nombre ont été confrontés à des coupures de téléphone, peut-être même des coupures d'électricité, sans doute des arriérés de loyer, avec des menaces, parce que c'est le lot quotidien de tous les travailleurs. On vous donnera effectivement les coordonnées de cette entreprise donc installée dans le nord de la France. D'ailleurs, je précise que c'est le seul cas où finalement ça a conduit à une préservation, parce qu'il y en a bien d'autres exemples. Je pense à l'entreprise Continentale qui avait imposé les mêmes sacrifices aux travailleurs, les pneus de l'entreprise de Clairoy, et qui un an après finalement a fermé toute l'usine. Un mot, vous ne vous êtes pas fait, parce que moi la fin le piqué, ce thème du peuple. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, Hollande, des autres, tout le monde découvre le peuple. Vous ne dites pas, tiens, on m'a piqué l'affiche? Bon. Non, mais c'est vraiment une grande mascarade. Votre sourire, vos réponses. Surtout venu de la part de Nicolas Sarkozy, qui a été quand même le président des riches. C'est vraiment une grande fumisterie. Alors, autre éclairage international dans cette émission, pour vous interroger, Alexandra Kamenskaya, qui dirige à Paris le bureau de l'agence russe RIA Novosti. Merci également d'être des nôtres. Alors, communiste révolutionnaire, dans l'histoire de votre pays, on sait ce que c'est. Est-ce que cette offre politique, même question, existe encore aujourd'hui en Russie? Est-ce qu'il existe une Nathalie Arthaud dans l'offre politique en Russie? Je dois dire que j'ai été très impressionnée il y a 15 ans, quand j'étais étudiante. À Paris? Non, à Moscou. En apprenant de ma prof de français qu'il y avait en France un mouvement politique important qui était un mouvement trotskiste. Ouais. Je dois dire que j'ignorais complètement l'existence de ce mouvement, ou que ce soit dans le monde. Donc je pense qu'en Russie, on connaît peu le trotskisme et les idées trotskistes. Quant à l'extrême gauche, plus généralement, oui, ces mouvements existent en Russie, mais plutôt marginalement. On les appelle aussi la gauche radicale. Et une grande différence par rapport à la France est que ces mouvements sont aujourd'hui complètement exclus du processus électoral. C'est-à-dire que la loi russe impose des conditions trop dures pour qu'ils puissent les remplir. Par exemple, il faut que vous ayez 50 000 membres pour pouvoir vous présenter aux élections législatives. Donc, mais ça va changer en 2013, ça va passer à 500 membres. Alors, qu'est-ce que la... Je dois juste dire que le Parti communiste, c'est pas de l'extrême gauche, mais le Parti communiste représente aujourd'hui la deuxième force politique en Russie. Alors, qu'est-ce que la Russe que vous êtes, qui est née soviétique, poserait comme question à nouveau à Madame Arthaud sur ce plateau? Oui, je voudrais d'abord, Nathalie Arthaud, évoquer cet idéal que vous défendez, qui est l'idéal d'une société sans classe, sans frontières entre les nations, sans État, et donc pour cela une révolution mondiale renversant le système capitaliste dans le monde. Est-ce que cet avenir, selon vous, pourrait se réaliser déjà entièrement ou partiellement dans le XXIe siècle? Est-ce que la France... du temps, 21e siècle. Est-ce que la France a y joué un rôle particulier? Et est-ce que la Russie est complètement perdue pour ce processus ou non? Beaucoup de questions. Oh non, mais bien sûr, je ne crois pas. Moi, je crois que, vous savez, c'est le système capitaliste lui-même, finalement, qui engendre le courant communiste, ces hommes et ces femmes qui sont révoltés par les injustices, par les inégalités, et puis par le fait que ce système capitaliste est une aberration.
C'est une aberration. Quand on voit les richesses qu'on est capable de produire et quand on voit la misère dans laquelle on plonge les peuples, les sacrifices que l'on impose, on ne peut que se dire mais on marche sur la tête avec une telle économie. On est dans une économie où tout le monde peut constater que rien n'est organisé, rien n'est centralisé, rien n'est... Non, c'est les initiatives individuelles, c'est la course aveugle au profit, c'est la jungle. Alors voilà, moi je crois que forcément ce sont des vagues, hein, les communistes révolutionnaires, des vagues ce sont des courants qui forcément réapparaîtront, se développeront. Une prochaine vague, c'est pour quand à peu Alors, près? vous savez, moi je ne lis pas dans le mar de café. Ce que je sais, c'est que justement une des grandes vagues, un courant très important de ces idées-là, c'était justement le courant trotskiste, qui, bien sûr, s'est développé en Russie et qui a été éliminé, qui a été détruit par, justement, le stalinisme, qui a caricaturé cet idéal communiste, qui a caricaturé cette perspective-là. Donc, pour la communiste révolutionnaire que vous êtes, il y a quelque chose à sauver dans l'expérience, dans le modèle soviétique, qui a quand même duré 70 ans. Il y a des choses à sauver, à garder. Ah oui, bien sûr qu'il y a des choses à... Il y a des choses globalement positives, comme on disait à une autre époque. Vous savez, tout le monde fait la part des choses. Hein, par exemple... Tout le monde explique que Hitler, qui a quand même été engendré par la crise du capitalisme, qui est un enfant du capitalisme, n'est-ce pas, que cette dictature infâme n'a rien à voir avec l'économie capitaliste. Moi, je fais aussi la part des choses. Et je sais que le régime politique stalinien et que cette dictature doit être dissociée du type d'économie qui a été développée. Et je pense qu'effectivement, dans l'économie qui a été développée en Union soviétique à partir de la révolution russe de 1917, eh bien, il y a beaucoup de choses qui sont effectivement positives et qui ont fait leurs preuves. Qui ont fait leurs preuves à l'échelle de cet immense pays, parce qu'il y a eu une industrialisation qui a été fantastique à l'échelle quasiment d'un continent. Donc je crois qu'il faut absolument, effectivement, regarder ce qui s'est passé. Alors, et justement, vous avez parlé du stalinisme et de l'économie qui a été créée en Russie, donc l'économie planifiée, en Union soviétique, l'économie planifiée qui devrait, selon vous, remplacer l'économie du marché. Et donc, cette économie n'a pas marché à long terme en Union soviétique quand même. Et selon vous, si j'ai bien compris, la faute est au stalinisme, à la bureaucratie stalinienne qui s'est imposée à la place du pouvoir des soviets. Donc, ma question est la suivante. Comment voyez-vous concrètement le fonctionnement d'une économie planifiée dans une société à l'image de la société des soviets, c'est-à-dire complètement libérée d'un appareil bureaucratique? Est-ce que c'est possible? Dans un seul pays, en plus, dans un seul pays. La France. Là, justement, ça ne peut pas se faire à l'échelle d'un seul pays, parce qu'en fait, ce que l'on voit, c'est que l'économie, y compris les pays les plus riches, ne peuvent pas faire tourner leur économie dans un seul pays. Mais vous savez, aucun pays capitaliste ne pourrait fonctionner dans ses frontières et se couper de tous échanges. Donc non, moi je crois qu'une des limites justement de ce qui s'est passé en Union soviétique, ça a été justement ça a été son isolement. Et dès les premières années, et moi j'imagine une économie effectivement organisée, centralisée, en tout cas pour ce qui doit l'être, l'énergie, toute une série de grands secteurs économiques, mais à l'échelle mondiale. Et pour moi c'est indissociable de la démocratie. L'économie communiste, c'est l'idée qu'on met en adéquation les moyens de production que l'on a pour répondre aux besoins de la population. Donc une condition essentielle, c'est que la population puisse exprimer ses besoins, l'exprimer de la façon la plus démocratique, la plus libre, et de mettre en correspondance. Moi, ce que je vois, c'est que dans cette économie capitaliste, on a les moyens, par exemple, regardez en France, de construire des logements, Pourquoi y a-t-il 1 million de personnes qui sont privées aujourd'hui d'un véritable logement? Eh bien parce que entre les besoins de ces femmes et de ces hommes et les moyens de produire ces logements, eh bien s'intercalent. Eh bien oui, les capitalistes du bâtiment, du BTP, qui font obstacle parce que ça ne les intéresse pas. Donc voilà. Nous voulons faire correspondre tout ça, mais nous sommes conscients que pour ça, il faut exproprier la classe capitaliste. Voilà. Merci Alexandra Kaminskaya d'être venue sur ce plateau. Vous aurez rencontré, si vous voyez votre prof de français, un communiste révolutionnaire, et une communiste révolutionnaire, c'est à Paris. Alors, nous avons également sollicité les internautes pour vous poser des questions, et vous pourrez le faire avec les autres candidats naturellement. Question d'Abdelaziz au Maroc. Réponse courte, s'il vous plaît. Si vous êtes élu, quelle sera votre politique financière à l'égard des plus démunis? Les laisserez-vous tomber comme l'Europe a laissé tomber la Grèce? C'est peut-être l'un de vos soutiens qui a écrit ça depuis le Maroc, je n'en sais rien. En tout cas, ce n'est pas une question très difficile pour vous. Vous ne les laisserez pas tomber.
Écoutez, moi d'abord, je pense que c'est les travailleurs eux-mêmes qui doivent se défendre, se battre. Et je pense que oui, il y a de quoi aujourd'hui se battre et imposer au grand patronat qu'ils maintiennent les emplois de tous. Moi, je suis pour l'interdiction des licenciements. Et je suis convaincue que l'argent existe dans tous ces grands groupes qui licencient aujourd'hui, mais à l'échelle du monde d'ailleurs, que ce soit ArcelorMittal, que ce soit les entreprises automobiles ou la chimie ou même le secteur bancaire. Je suis convaincue qu'ils ont l'argent pour préserver les emplois et les salaires de chacun. Donc voilà, c'est ce qu'il faudrait imposer, mais je le dis clairement, ça ne se fera pas par en haut, ça se fera effectivement par une mobilisation, parce que ça veut dire les obliger à prendre l'argent qu'ils veulent donner aujourd'hui aux actionnaires. Pour que cela revienne aux travailleurs. Nathalie Arthaud, autre question qui nous vient de Mauritanie. Anissé qui nous écrit cette question. Quel est votre projet pour les sans-papiers si vous êtes élu? Vous régularisez tout le monde massivement? Oui. Il y a un candidat qui fait mieux que vous, Philippe Poutou, justement. Lui, il est pour la liberté totale de s'installer. Oui, mais moi aussi. Ben oui, mais oui. Donc il n'y a plus de problème d'immigration. Chacun peut venir s'installer dans le pays qu'il souhaite. Moi, d'abord, effectivement, toujours, quand on parle d'immigration, et il y a le mot problème, moi, je m'inscris en faux là-dessus. Tous les pays et la France, mais les États-Unis sont des pays d'immigration. Et c'est avec le travail, justement, de tout cela, venu des quatre coins du monde, que la richesse et ces pays se sont construits. Donc moi, je m'inscris en faux. Et quand je vois effectivement des travailleurs qui, au péril de leur vie, essayent de traverser la Méditerranée, et je sais qu'ils viennent pour se remonter les manches. Je sais qu'ils viennent ici pour travailler, bien sûr. Et moi, je suis de toute façon de leur côté et je dénonce le fait qu'on leur impose aujourd'hui de vivre avec la peur au ventre et qu'il y ait cette chasse systématique, effectivement, des sans-papiers. Donc, je suis pour la régularisation des sans-papiers et pour la libre circulation. Vous savez, les riches, quand ils ont de l'argent dans la poche, ils sont libres ils sont partout chez eux sur la planète. Il y a que les pauvres aussi, ils peuvent s'installer où ils veulent. Et je pense d'ailleurs que les pays comme la France ont une responsabilité écrasante dans la situation qui est faite justement à tous ces pays pauvres et au fait qu'on enferme aujourd'hui ces peuples dans la misère. Donc moi, je ne vais pas être de ce côté-là. Très bien. Alors on poursuit et pour poursuivre, on va sur la toile. Nathalie Arthaud, autre intervenant sur le plateau de France 2012, Ressa Pounevaci, merci de nous rejoindre. Vous êtes allé voir à nouveau sur Internet, sur ces réseaux, ce qu'on pouvait trouver. Exactement. Et votre moisson est bonne aujourd'hui? Plutôt. Alors, j'ai d'abord une petite question pour commencer, Madame Arthaud. Est-ce que vous connaissez, Philippe aussi, le rebranding? C'est pas une marque de machine à laver. Non, j'avoue que non. C'est un terme prisé par les professionnels de la communication, un terme qui sert à illustrer un changement d'image, une reconstruction médiatique. Eh bien, le rebranding de la semaine est attribué cette semaine à Carla Bruni Sarkozy. C'est pas moi qui lui remets le prix. C'est une fine plume italienne d'une Corriere della Sera. En fait, l'article analyse de manière très ironique la métamorphose de l'épouse du président candidat ou comment l'ex-mannequin, marqué plutôt à gauche caviar, est devenu, grâce au conseiller de son chef d'état de mari, une ménagère de moins de 50 ans, siglée UMP, fan notamment d'émissions de télé-réalité. Et à voir, conclut l'article, si l'électorat de droite sera convaincu par cette transformation. Vous n'avez pas de conseil en rebranding vous-même, j'imagine, dans cette campagne, non? Non, je vois que tout le monde veut se métamorphoser. Effectivement, même Nicolas Sarkozy, n'est-ce pas, aimerait bien se métamorphoser là, pour pouvoir rempiler pour 5 ans. Mais bon, je crois qu'il aura quand même beaucoup de mal. Autre chose? Autre hebdomadaire, c'est le The Economist. L'hebdomadaire britannique revient sur le fief élaboratoire de Marine Le Pen et Beaumont, que vous connaissez. Dans le nord de la France. Exactement, cet ancien bastion communiste et ouvrier qui est devenu un véritable labo du Front National et de Marine Le Pen, dans lequel elle est conseillère municipale depuis 2008. Et elle est carrément devenue la candidate chouchou des ouvriers du nord de la France. Comment vous expliquez ce revirement d'extrême gauche à l'extrême droite? Et que les ouvriers la soutiennent. Non, enfin, vous savez... Plus que vous, ils soutiennent plus le Front National qu'ils ne soutiennent l'extrême gauche. Vous savez... Alors, on va rester sur la question de Reza. Pourquoi est-ce que dans ce fief ouvrier, l'extrême droite fait un si beau score? Mais bon, d'abord, je tiens à remettre juste d'aplomb un petit peu les chiffres. 30% des ouvriers seraient tentés par le vote Front National. Ça en fait quand même 70% qui ne le sont pas. Bon, alors, moi, qu'on accole
toujours, systématiquement, qu'on dise ouvrier égale Front National, là, il y a quelque chose qui me hérisse, non, parce que je crois que la démagogie Front National, elle agit aussi dans bien des milieux, y compris dans des milieux intellectuels, y compris dans des milieux de la petite bourgeoisie, commerçants, et le cœur, y compris de son électorat, il est à droite, depuis toujours à droite, et même, eh bien oui, dans la classe ouvrière, eh bien, il y a des gens de droite, et oui, et il est à droite, et il se base, et il se concentre sur les nostalgiques des guerres coloniales, sur les calotins en tout genre, sur tous ceux, y compris sur tous ceux qui n'ont jamais de mots assez durs contre les ouvriers, parce qu'ils expliquent que les ouvriers ne travaillent pas assez, parce qu'ils expliquent que les ouvriers sont toujours en grève, etc. etc. Alors bon. Voilà maintenant, pour votre explication. moi, ça ne m'étonne pas, si vous voulez, qu'effectivement, elle étende son influence dans des zones où les travailleurs, sont désespérés, sont confrontés à un chômage de masse, c'est ça. Mais c'est ça, justement, elle veut toucher ceux qui sont résignés. Et moi, je dis aux travailleurs que, non, il n'y a aucune raison de se laisser faire. Oui, il faut se battre, il faut se défendre. Et contre les véritables responsables, qui sont pas, sûrement pas, les travailleurs immigrés, c'est-à-dire une partie de nous-mêmes, mais qui est ce grand patronat rapace. On a vu que le thème vous touchez. Dernier élément, et vous avez noté exactement par un site franco-belge qui s'appelle Vigie 2012. En fait, la particularité de ce site, c'est de recenser les arguments, les promesses et les informations émises par les candidats, dont vous d'ailleurs, et on vérifie ça. Ça s'appelle du fact-checking, en anglais vérifier les faits. Exemple, quand le président Nicolas Sarkozy déclare le mois dernier que les Allemands ont augmenté de 3 points leur TVA sans augmentation de prix, les membres du site, qui sont indépendants, je le rappelle, ont pris leur calculette et vérifié l'information et disent c'est faux. Voilà. C'est bien pratique dans cette campagne. Merci d'être venu dans cette émission, nous éclairer au plan international sur votre programme, sur vos réactions. On va poursuivre en repartant en Belgique, où on se mobilise sur place, notamment les Français établis sur place, pour venir soutenir l'un des candidats donné présent au deuxième tour. Il s'agit de Nicolas Sarkozy. On va voir ça. Peut-être un mot sur ces Français expatriés. Vous y pensez dans votre programme, où au fond ce sont des gens qui vivent comme les Français de métropole, de France, à qui vous ne lancez pas de message particulier? Je crois que, vous savez, le sort aujourd'hui de tous les travailleurs, où qu'ils habitent, est quand même le même. Confrontés à cette crise, c'est quand même les licenciements, c'est les bas salaires, c'est la difficulté de la vie quotidienne. Et je crois que de ce point de vue-là, on est tous traités de la même façon. Et j'espère qu'il y aura une conscience, justement, collective et internationale. Oui, Merci en tout cas, Nathalie Arthaud. Et on regarde ce reportage réalisé par la télévision de Belgique.